Dites-nous, professeur, vous avez participé tout récemment aux discussions, enfin mis en place par le régime, le gouvernement. Qu'est-ce qu'il en était question? De quoi s'agissait-il concrètement? Il faut d'abord une remarque sympa, le gouvernement qui a mis en place ces discussions informelles. C'est un processus qui a été initié par l'ambassadeur des États-Unis. Donc c'est pour la première fois le dialogue qui avait eu lieu. Avant, c'était le gouvernement qui initiait, ou bien avec ses partenaires, comme le gouvernement burkinabé. Mais c'est la première fois qu'un neutre a initié ce processus, notamment l'ambassadeur des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons discuté sur un certain nombre de points, notamment 11 points qu'on pourrait regrouper sur les points relatifs aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Dans ce cadre, je peux citer notamment la limitation des mandats, le mode de scrutin, le type de régime, la structure de la HAC et du Haut Conseil et du Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a le cadre électoral, des questions relatives au cadre électoral, notamment le découpage électoral, la CENI, le contentieux électoral, etc. Et puis un autre qui concernait le problème des locales et des législatives. Si on pouvait organiser en même temps les locales et les législatives prochainement. Alors, comment se fait-il que rien n'est sorti, aucun communiqué de ces discussions? Pourquoi c'est ainsi? En fait, c'était conçu ainsi. C'est pourquoi les gens trop pensaient que c'est comme les dialogues traditionnels. Vous voyez, cette fois-ci, ce n'était pas un chef d'État, quelqu'un de connu internationalement qui dirigeait les débats. C'était plutôt un facilitateur. C'est pour nous permettre à chacun des groupes de la vie politique togolaise d'exposer ses points de vue sur les questions dont je vous ai parlé. Et on a échangé. Après ça, après que chaque groupe ait exposé, le gouvernement a réagi d'une manière générale. Mais pour nous, le gouvernement et unir, c'est pratiquement la même chose. Sauf dans les pays développés, on arrive à faire une bonne distinction. Mais ici, c'est pratiquement la même chose. Donc le gouvernement a réagi, nous avons fait des commentaires et on s'est arrêté là. Maintenant, à partir de là, au moins chaque groupe connaît les préoccupations de l'autre. Et pour nous, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est que le corps diplomatique, j'ai oublié de noter qu'il y avait le corps diplomatique qui était là comme observateur, notamment l'ambassadeur des États-Unis, l'initiateur du projet, le délégué de l'Union européenne, la coordinatrice du système des Nations Unies ici, l'ambassadeur d'Allemagne et le premier conseiller de l'ambassade de France. Donc eux, ils ont compris, en tout cas j'espère très bien, que les partis unis au sein du CST et du FRAC sont pour un dialogue, mais évidemment un dialogue sincère et franc, et pour des élections transparentes. Au moins ils ont compris ça, parce qu'il y a quelque temps ils pensaient que nous ne voulons pas de dialogue. Donc c'est la rumeur qui courait. Notre participation avait un objectif, faire comprendre aux gens que nous avons des préoccupations sérieuses. Et en fin de compte, je crois qu'ils ont considéré que nos préoccupations étaient véritablement sérieuses. C'est pourquoi il n'y a pas pu avoir de conclusions. Ils ne pouvaient pas nous dire que ce que vous avez dit c'est farfelu, ça n'a aucun sens. Moi, ils ont compris la réalité des choses. Alors, parlons justement du CST et du FRAC. Oui. Est-ce que Adi n'est plus membre du FRAC, du Ça, CST? Pourquoi Adi est allé seul? On devait faire une grande conférence de presse pour annoncer que nous ne sommes pas membres du FRAC ni du CST. Nous sommes membres du FRAC et du CST. Disons que ce qui s'est passé, en ce qui concerne du CST, vous savez, il y a une mauvaise perception de la part de nos partenaires ici, du corps diplomatique, qui pensent que les organisations de défense des droits de l'homme ne devraient pas être membres, de se préoccuper des problèmes politiques. Nous leur avons dit non, surtout l'a dit, celui qui défend le mieux cette idée, c'est moi personnellement, parce que depuis que nous avons commencé nos marches, depuis mars-avril 2010, moi je persistais que ce que nous défendons actuellement, ce ne sont pas les partis politiques qui devraient le faire. C'est plutôt les organisations de la société civile, notamment les organisations de défense des droits de l'homme. Donc pour moi, les organisations de défense des droits de l'homme se retrouvaient très bien dans le cadre de ce que nous faisons, notamment le CSC. Moi, j'ai beaucoup salué la création du CSC. Malheureusement, pour ces gens du corps diplomatique, ils pensent que les organisations de défense des droits de l'homme ne doivent pas se préoccuper aussi directement de la vie politique. Nous disons non, actuellement, il y a tellement de problèmes de défense des droits de l'homme que tout, même si vous prenez le problème des salaires, conditions de vie des gens, torture des gens, ça les concerne. Ça concerne les syndicats, tout ça, mais c'est les syndicats qui ne veulent pas
venir, mais il y a des problèmes, des questions dont nous nous occupons qui les intéressent. Donc pour eux, les organisations de défense des droits de l'homme ne devraient pas se retrouver dans cette discussion qui sont surtout politiques. Bon, nous avons dit, ce n'est pas grave. En ce qui concerne l'ANC, donc le FRAC maintenant, pourquoi c'est nous seuls? Le PSC a participé au premier jour, mais c'est le second jour qui n'est pas venu. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que pour l'ANC, l'ANC insiste toujours sur les préalables, notamment le problème des députés, surtout notamment. Bon, il y a d'autres préoccupations, mais c'est ça qui est très important. Pourquoi? Nous avons dit ça au niveau du dialogue, j'ai publié mon texte, que c'est une question fondamentale pour nous. Nous comprenons et nous approuvons cette préoccupation de l'ANC. Nous l'approuvons et nous allons lutter, nous continuons à lutter pour ça. Moi, mais j'ai perdu beaucoup de temps à expliquer aux ambassadeurs que c'est une question qui devrait faire des efforts. Parce que sans quoi ça va devenir une jurisprudence et demain on peut renvoyer des députés comme on veut, ce qui n'est pas normal. Donc je suis d'accord pour ça. Bon, peut-être que l'ANC n'a pas réussi à digérer encore ça, donc il maintenant toujours ça comme une priorité. La deuxième question, c'est question des personnes arrêtées. Donc pour certains de nos camarades, que ce soit de l'ANC ou bien du CSC, il fallait qu'on libère les gens qui viennent d'être arrêtés avant tout dialogue. Moi je leur ai dit, sur ce point nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes tous d'accord qu'il faut qu'on les libère. Mais je me dis que si on libère les gens maintenant, qui sont aux mains de la justice, sans que la justice n'ait été rendue, la population peut toujours dire voilà, ils sont responsables. C'est pourquoi on les a libérés seulement dans le cadre politique, mais véritablement, ils sont responsables. Donc pour moi, il faut qu'on lutte pour leur libération, peut-être libération provisoire, mais que la justice suive son cours. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez, si vous prenez le cas de Mandela, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Mandela, Mandela a commencé les négociations alors qu'il était en prison lui-même. Vous voyez, si vous faites le parallèle, vous voyez que c'est ça. Donc je reconnais très bien la légitimité de leurs préoccupations, mais je me dis que ce n'est pas ça qui va nous empêcher de commencer les discussions. Pour le PSR a décidé le deuxième groupe parce que si vous vous rappelez, quand on a commencé le mardi, les autres étaient, moi j'étais là-bas quand j'ai appris à la fin de la journée que les Zeus, nos trois avocats, Zeus, Afan Béki et Raphaël, étaient à la justice et à la gendarmerie. Moi-même j'étais choqué, je m'étais dit que s'ils ne les libéraient pas dans la soirée, le lendemain, je ne participais pas. Heureusement que vers 20h, j'ai appris qu'ils ont été libérés. Voilà la situation. Donc, a dit, jusqu'à preuve de contraire, demeure du CSC et membre du FRAC. Alors, professeur, quel regard portez-vous sur la situation politique dans notre pays au jour d'aujourd'hui? C'est compliqué à dire. Je crois que ça s'éclaircit de plus en plus. Et nous avons réussi le arc-en-ciel et nous à avoir la même position commune sur tous ces problèmes, à quelques nuances près, mais les autres, ils demeurent bouchés. Donc nous constatons que le gouvernement, le régime en place ne veut pas changer, et c'était très clair. Et ça, moi, comme toujours, je le dis la même chose. J'interprète tous les Togolais à se lever, à se mobiliser contre ce comportement. Nous, ce que nous pensons, et les Togolais doivent se lever, ce n'est pas la communauté internationale qui fera quelque chose. Il semble que des gens pensent que j'ai trop confiance à la communauté internationale. C'est vrai et faux. C'est vrai et faux parce que pour moi, la communauté internationale, ce que moi je ne veux pas que la communauté internationale soit contre nous. Lorsque vous cherchez quelque chose, il vaut mieux avoir beaucoup d'amis pour vous accompagner. Donc pour moi, il faut que les Togolais se mobilisent et réagissent. Deux, il faut que nous ayons l'appui de la communauté internationale pour arriver à faire changer ce système. Parce que vraiment, les trucs qui sont bouchés, nous croyons aux élections, mais ils font tout pour... C'est comme s'ils voudraient qu'on boycotte les élections. Nous souhaiterons que le système change un peu pour que ça puisse avancer. Professeur, merci beaucoup. Merci.